Merci à tous d'être venus à cette dernière conférence du Club Math pour la session d'automne. Et donc, par le même de la dernière conférence de l'année 2018, on accueille aujourd'hui Alexis Langlois-Régnard, qui est un étudiant ici à la maîtrise sous la supervision de M. Yvan Saint-Aubert, qui vient nous parler d'un des fameux problèmes en échec. Merci de l'invitation. Merci d'être venu en si grand nombre. Cette conférence est une conférence que j'ai planifiée depuis mai. Donc en mai, on avait une mission, Yvan et certains étudiants que je vois dans la salle, je ne vais pas oublier, de donner un défi à des étudiantes du cégep qui avaient gagné le concours de l'AMQ. Je leur donnais un défi, leur donnais des problèmes et j'avais songé à ce problème, le problème des 8 dames. Donc maintenant, dans cette conférence-ci, ensemble, nous allons résoudre le problème. Nous allons faire un petit historique, parce que l'histoire de ce problème est assez intéressante, et trouver une petite généralisation en prenant une tasse de café à la fin. Dans le cadre du problème qu'on a soumis aux étudiants et étudiantes de cégep, ils avaient 45 minutes pour résoudre l'entièreté de ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, on a le même temps qu'eux. Voyons voir si on est capable de finir tout ce qu'ils ont fait. Pourquoi je suis intéressé au problème des 8 dames? Pourquoi c'est quelque chose qui me passionne? Je suis un joueur d'échecs. Donc, me voici au fameux championnat international de Varennes. Je laisse un moment On a les titres qu'il nous faut. Le regard, c'est que le photographe a pris 5 minutes pour prendre la photo, donc il faut rester longtemps. Et il n'y a pas si longtemps, ces derniers mois, j'ai toujours été intéressé par correspondance échec-maths. Tout le monde vous dit que lorsque vous jouez aux échecs, tu vas être bon en maths. Quand tu joues en maths, tu vas être bon aux échecs. C'est pas très vrai. Et dernièrement, j'ai lu un livre du mathématicien britannique Hardy, des bruits étranges, Mathematician's Apology. Et donc, dans le livre, à un moment, à section 11 exactement, il parle de problème d'échec. Ah, merci Yvan. C'était donc moi le problème. Et il va dire, un problème d'échec, ce sont des mathématiques. C'est un problème d'échec, c'est des mathématiques tout à fait légitimes. Mais toutefois, ce sont des mathématiques qui sont triviales, selon Hardy. Tout à fait, OK. Selon sa définition de problème d'échec, je suis d'accord. Donc, si on prend cette position et que je vous dis, les Noirs jouent et gagnent en 60 coups, effectivement, les mathématiques derrière vont être, j'énumère les possibilités afin de trouver la solution. Donc, cependant, nous, humains, n'avons pas la force de calcul d'un superordinateur. Et quand cette position a été obtenue au championnat du monde qui se déroule en ce moment, les Noirs, Fabiano Caruana, n'a bien entendu pas vu le maths en 60 coups. Et parce que lui, ce qu'il voyait et ce que son adversaire, Magnus Carlsen, voyait, c'était les fondements de la position. C'était les éléments fondamentaux. C'était que dans cette position, les Blancs ont atteint une forteresse. Parce que même s'ils ont une pièce en moins, jamais les Noirs ne peuvent pénétrer la forteresse et gagner les pions nécessaires afin de gagner la partie. Bon, il s'avère qu'ils avaient tous les deux tort et que les Blancs ont fait une erreur grave il y a 2 coups, mais personne ne l'a remarqué, c'est passé comme dans du beurre, sauf pour un superordinateur. En mathématiques, certains des mathématiques sont triviales avec un ordinateur. Par exemple, le problème que nous allons affronter aujourd'hui, le problème des 8 dames, avec un ordinateur, c'est trivial. Mais les idées derrière ne le sont pas. Et la dernière chose qui me fait plaisir de faire cette conférence, comme je l'ai mentionné, c'est que nous sommes à la dernière journée du championnat du monde, entre Caruana à gauche, grand maître italien maintenant naturalisé américain,
et le Norvégien Magnus Carlsen, qui est le champion qui défend son titre. Aujourd'hui, ils jouent les playoffs. Le match est extrêmement serré. Ils ont fait 12 nuls. Ils sont maintenant dans les parties rapides. Et malheureusement, moi, je suis un fan de Fabiano. Oups. Un petit peu vite. Mais malheureusement, il a perdu 2 parties aujourd'hui. Donc, il faut qu'il gagne 2 autres parties pour rester dans la course. La partie se joue en ce moment même. S'il vous plaît, ne me dévoilez pas le résultat. OK. Donc, je vous ai assez fait souffrir. On passe à la résolution. Vous avez, certains d'entre vous, certains chanceuses, certains chanceux, un petit échiquier avec 8 pierres qui se représenteront les dames. Je n'avais malheureusement pas 160 dames à ma disposition. Et nous allons donc résoudre le problème des 8 dames. Donc, première chose, je parle de dames depuis tantôt, peut-être certaines ne connaissent pas les échecs. Une dame, ce sont ces 2 pièces. Un peu ambitieux. Donc, ce sont ces 2 pièces-ci. La dame peut bouger n'importe où en horizontale, verticale ou en diagonale. Donc, est-ce que le mouvement est clair pour tout le monde? À peu près. C'est correct. Et maintenant, c'est la partie pratique. J'ai supposé qu'en tant que bonne audience, vous aviez déjà commencé à jouer avec le jouet devant vous. Peut-être que vous êtes plus mature que les gens auxquels je suis habitué. Mais je vous suggère, prenons 1 ou 2 minutes afin de résoudre le problème qui est placer les 8 dames sur l'échiquier sans qu'elles ne puissent s'entre-capturer. Donc, sans qu'une dame puisse aller jusqu'à une autre à capturer si elle était une autre couleur. Une fois que vous pensez avoir une solution, levez votre main. Quand il y aura assez de gens qui ont une solution, nous allons continuer. Si jamais vous n'avez pas de jeu, je vais continuer à parler pour vous distraire un peu. Les choses qu'on peut dire sur ce problème, la première chose que je pense que tout le monde peut se dire, les dames bougent en horizontale et verticale, et si on revient en arrière, il ne peut pas y avoir 2 dames sur la même rangée. Vous êtes d'accord? Il ne peut pas y avoir 2 dames sur la même colonne. Vous êtes d'accord? Donc, avec ça, on a déjà réduit les possibilités énormément. On a réduit les possibilités de l'ordre de juste placer 8 dames dans 64 cases, qui est un chiffre énorme à plusieurs milliards, à simplement considérer, il faut qu'il y ait une dame dans chaque colonne, une dame dans chaque rangée. Donc, on a considéré des problèmes de trouver des permutations qui sont admissibles. Et qu'est-ce qui nous rend qui est admissible? Il faut gérer les diagonales. Et une permutation, c'est beaucoup plus petit que 8 parmi 64. Je vois pas d'autres mains qui se lèvent. Je suis un peu déçu de vous. Mais c'est une blague. C'est un problème qui est assez difficile quand on n'a pas de bonnes solutions. Par curiosité, on avait une solution dans le fond. Oui. Êtes-vous sûr? On est quand même sur votre problème. Oh. Je vous laisse, je vais aller voir. Vous pouvez. J'ai pas confiance en eux. Moi, je suis sûr. C'est celle-là. Ça aussi, Non. Sont gros, c'est bien. OK. Ben, ils sont gros, c'est pas de ma faute. Ça, c'est pas bonne. Non, OK. C'était une position. Est-ce que vous pouvez... est-ce qu'il y en a d'autres qui en ont trouvé? Bon. Okay. Est-ce que vous pourriez me dire les coordonnées des pièces? Donc, vous me dites où vous allez placer, par exemple, si vous allez placer une dame en A4, ici, vous me dites A4. Donc, A5, B1, C8, D6, E3, F7, G2, H4. OK. Vous pouvez continuer de le tester ou vous pouvez prendre cette position-là puis suivre avec cette position-ci. Première chose qu'on va faire pour simplifier, parce que
écrire toujours A, B, C, c'est un peu long. Je vais le simplifier, je vais oublier les A, B, C, D, E, F, G, H. Je vais écrire simplement comme un vecteur à 8 éléments. OK? Donc, y a-t-il d'autres braves qui font... Oh, j'ai Serge qui pense avoir une solution. En fait, ça vient de Ah. Peux-tu me dire, dans notre notation... Ah, ok, non, c'est là, il a fait la même que... Ah. C'est astucieux. J'avais une dernière personne. Peux-tu me dire dans la notation ce que tu as? B5, C2, D8, E6, E4, G7, H1. H. OK. OK. Là, j'essaie de vérifier si c'est une solution. On va y vérifier, puis tard, on va le vérifier ensemble. On va la laisser ici sur le tableau. On n'est pas sûr, celle-là. Là, je vous présente, comme je vous l'avais dit, c'est un problème que lorsqu'on a des bons amis, il est trivial. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé à mon bon ami Francis, peux-tu me solutionner ce problème? Il m'a dit bien sûr. Donc, Francis fait un doctorat dans le département de Haut-Diro. Donc, il m'a fait un notebook Python. Il m'a dit voilà le problème. Et là, je vais essayer de faire une manœuvre dangereuse. Vous montrer un notebook. Donc, il a tout calculé. Il a dit j'ai fait de la magie de Python. Il m'a même donné beaucoup d'explications. Il a donné des vecteurs. Il a donné un algorithme. Son premier algorithme est un algorithme de force brute. Donc, il calcule toutes les permutations de 8 éléments. Il les teste une à une. Mais Francis, c'est plus intelligent que ça. Donc, il a fait d'autres choses aussi. Parce que d'ailleurs, il me l'a dit un peu plus loin. Il m'a dit essaie donc n égale 12. Puis moi, naïf comme je suis, j'ai compilé. Et 2 heures plus tard, je suis revenu, puis mon ordi avait encore bugué. Et j'ai, par chance, vu qu'il m'avait dit comment interrompre le noyau de Python. Et par après, il m'a présenté une méthode beaucoup plus intéressante. Une méthode par backtracking, donc retour sur trace. Et il m'a dit, essaie-le pour 12. Là, je me suis méfié, je l'ai appelé avant de le faire. Il m'a dit, c'est correct. Et effectivement, je l'ai compilé ce matin, je l'ai compilé tout à l'heure, ça prend 5 minutes. OK. Donc, vous voyez, si vous voulez un beau notebook, vous allez juste avoir des aussi bons amis que moi. Et on va le ramener ici avec moi. OK. Donc, là, j'ai dit que Francis avait utilisé 2 méthodes. Ne vous inquiétez pas, on va aller tester, voir si Étienne avait raison. Alors, on va peut-être voir les méthodes. Il a fait par force brute. Donc, c'est pas la vraie force brute, parce que la force brute serait tester toutes les possibilités où je place 8 dames aléatoirement sur l'échiquier, et je les teste. Et ça, il y a différents niveaux de force brute. Lui, il a dit, j'ai calculé toutes les permutations possibles de 8 éléments, je place les dames et je vérifie. Donc, cependant, il m'a aussi montré un algorithme beaucoup plus intelligent, l'algorithme de retour sur trace. C'est-à-dire que selon la pensée de l'algorithme de retour sur trace, développé formellement, on pourrait dire développé dans les années, certains disent 70, mais moi je dis 1870. Parce que, comme on pourra le voir dans l'analyse historique, même Gauss utilisait un tel algorithme pour solutionner ce problème. Donc, c'est-à-dire que dans l'algorithme de retour sur trace, je place une seule dame. Je commence à placer ma dame, je teste, est-ce que cette position est admissible, et après ça, je passe à la prochaine. Si ma position n'est pas admissible, que fais-je? Je reviens en arrière, je retourne sur trace. Et j'enlève ma dame, je la place à un autre endroit. Et là, je continue de tester. Vous comprenez donc que j'élimine tout de suite une panoplie de positions qui ne me sont pas pertinentes. Si 2 dames sont collées, par exemple en H1, si les 2 dames sont collées
dans mon mini-échiquier ici, j'ai une dame, j'ai pas besoin de tester toutes les 8 autres possibilités de comment je place, quelques autres possibilités de comment je place mes autres dames. Je sais que tout cela, ça marchera pas. Tout de suite, je le sais que ça marche pas. Et l'algorithme de retour sur trace est beaucoup plus efficace. Au lieu d'être factoriel, il n'est pas polynomial, il y a un exposant, mais plus gentil qu'un factoriel. C'est une constante à la n. C'est plus gentil qu'un factoriel. OK. Donc, là, j'ai parlé dans l'abstrait. Voici un exemple de retour sur trace. J'ai fait mon algorithme de retour sur trace. J'ai décidé de faire la méthode classique. J'ai placé mes dames en cavalier. Et là, j'arrive à cet endroit. Oh! Si vous regardez, je ne peux pas placer une dame sur le haut. La seule colonne qu'il me reste, c'est celle-ci. Et malheureusement, la dame en A6 contrôle. Qu'est-ce que je fais? Je retourne en arrière. J'enlève une dame. J'enlève la dernière dame que j'ai placée. Et là, je demande, est-ce que je peux la placer ailleurs? Je pourrais la placer seulement ici, c'est l'autre colonne admissible. Malheureusement, elle est encore contrôlée. Je retourne en arrière. Est-ce que je peux la placer ailleurs? Je pourrais la placer ici. Malheureusement, c'est contrôlé par la dame en B. Je pourrais la placer là, contrôlé par la dame en F. Je pourrais la placer ici. Ah, ben j'ai déjà la placer ici. C'est sûr que je peux la placer ici. Donc, je retourne encore une fois en arrière. L'autre position admissible, celle-ci. Oh! On voit que j'ai fait une petite erreur. C'est pas grave. On va sauter une étape. Je vais les placer là, ça fonctionne. Et l'autre où je vais la placer, première place où je peux la placer, c'est celle-là. Non, celle-là, faut croire que j'ai commencé à gauche. Peut-être parce que j'étais jeune et naïf. Je vais la placer ici. Et la prochaine où je peux placer, je regarde, je peux la placer là. Et finalement, j'ai obtenu une position. Est-ce que l'algorithme de retour sur trace est efficace et vous paraît intéressant, vous paraît amusant? Si vous faites un cours de programmation, c'est sûr que vous allez devoir le faire. Donc, planifiez-vous. Un coup. Et donc, ça pourrait conclure. Si on entrevoyait selon Hardy, on a conclu, on a résolu le problème. C'était un peu trivial, on a énuméré les cas au final de façon un peu amusante. Mais ce problème-là n'a pas été introduit en 1970 lorsque tout le monde avait accès à un ordinateur. Il a été introduit en 1848 dans une revue d'échecs. Et dans cette revue, c'est un genre d'échecs qui a duré jusqu'à 1988, le plus vieux. Si vous lisez, c'est capable de lire l'allemand, ce que je ne suis pas capable de faire. Vous voyez donc dans la chronique des problèmes, il parle d'un ami échiquien, donc, qui pose le problème suivant. Comment puis-je placer 8 dames sur l'échiquier sans qu'elles ne puissent s'entre-capturer? Donc, c'est le problème 1 ici. Par après, en parlant aux éditeurs, dans les années 1874, ils ont trouvé que c'était le joueur d'échecs Max Bezel. Et ça aurait pu rester dans l'oubli parce que c'était une revue d'échecs, mais en 1850, le Dr. Nauck a publié le même problème dans une revue mathématique. Et ça a attiré l'attention de notre ami Gauss. Donc, tandis que, probablement pendant qu'il arpentait l'Allemagne, la Prusse, peut-être plus, non pas encore la Prusse, un des royaumes, il entretient une correspondance assidue avec tout le monde. Il y a beaucoup de temps. Et Et Gauss fait preuve d'une grande rigueur dans tout ce qu'il publie. C'est-à-dire qu'avant qu'il publie quelque chose, il veut s'assurer que ça soit mature. Il ne va jamais dire, contrairement à d'autres, par exemple Euler, qui est très excité, je publie ça. Gauss, ça va être, je veux m'assurer que ça soit vrai, que ça soit parfait et rigoureux. Donc c'est sa devise, on pourrait dire, peu de travaux, mais des travaux matures. Et
il entretient une correspondance avec un astronome allemand, Schumacher, de septembre à octobre. En fait, une correspondance qui s'étale sur des années. C'est terrible. Il parle de plein de choses. Il parle d'arpentage, il parle des anneaux de Saturne. Tous les domaines y sont. Et dans ces correspondances, Gauss est un peu plus allègre. Donc, il se permet d'attaquer des problèmes pour se divertir lui-même, sans être aussi rigoureux qu'il ne le voudrait. Et il expose à Schumacher, il lui dit « J'ai trouvé, dans le problème du Dr. Nauck, 76 solutions. Il y en a peut-être d'autres, mais je me suis arrêté, j'étais tanné. » Un peu comme Hardy, Gauss devait trouver que le plaisir s'émoussait après un temps. Cependant, Schumacher est un peu trop excité à l'idée que son ami Gauss vient de résoudre le problème. Et il envoie des lettres un peu partout en disant « Hey, mon ami Gauss a résolu le problème, il y a 76 solutions. » Gauss est très circonspect, il envoie une lettre un peu, dit « Là, calme-toi, je n'ai pas dit que j'ai résolu le problème. J'ai dit que j'en avais trouvé 76, et même en me vérifiant, il y en a seulement 72, parce que je m'étais trompé, il y avait des symétries. » Puis il lui écrit après en lui disant même « Mais c'est pas toutes les solutions, mon cher, il y en a d'autres. » Et il lui présente, dans une lettre d'une dizaine de pages, à ce ami, il lui présente la façon dont il a travaillé. Et pour peut-être anecdote un peu sombre, ce sera la dernière correspondance des deux, puisque Schumacher meurt en décembre 1950. Donc, en son honneur, on va présenter la dernière lettre peut-être, dans les dernières lettres de Gauss, la solution. Et avant de présenter la solution, il faut dire que Gauss ne la complète pas. Gauss présente sa solution pour trouver toutes les solutions qui ne sont pas au nombre de 72, qui sont au nombre de 92. Donc, quand il y avait vraiment raison de dire, j'en ai juste trouvé 72, puis je vais en trouver d'autres, mais on pourrait tous les trouver. Et ce qu'il va dire dans la lettre, il va lui dire, je n'ai pas complété le problème, certes, mais en étant méthodique, en employant une méthode par tâtonnement, quelqu'un qui a 1 heure ou 2 à perdre pourrait compléter ma preuve. Un peu arrogant. Mais, cependant, la méthode qu'il emploie est assez amusante. Donc, comme nous avions remarqué, il y a une dame par rangée, une dame par colonne. C'est donc une permutation de l'ensemble de 1 à 8. Là, je me répète, on m'a dit de répéter 3 fois les éléments pour que ça vienne, ça fait 4. Vous devriez bien comprendre. Donc, par exemple, cette position-là, qui est seulement la symétrie de l'autre position qu'on a vue, c'est équivalent à cette permutation. Bon. OK? Ça va encore? Oui? Super. Maintenant, le génie de Gauss, c'est de dire comment va-t-il gérer les diagonales? Donc, il commence et il dit il y a 2 types de diagonales. Nord-est, donc les diagonales nord-est et sud-est. Donc, ascendante, descendante, si vous préférez. Donc, pour les diagonales nord-est, il va dire 2 dames sont sur la même diagonale, donc ascendante. Une diagonale, c'est une droite de pente 1. Et donc, je fais un petit peu d'arithmétique, je me dis, une dame, par exemple, celle-ci, elle est en 2, 3. Celle-ci, elle est en 6, 7. Donc, si 2 plus 7, donc si le x plus le y est égal au x plus le y, ils vont être sur la même diagonale. Effectivement, 2 plus 7 et 6 plus 3 donnent tous les deux 9. Est-ce que ça va ici pour la diagonale? On fait la même chose pour les diagonales sud-est. Je suis sur une pente, cette fois-ci, moins 1. 2 dames vont être sur la même diagonale si l'addition de leur... donc, si
les coordonnées, le x et le y, le x et le y et le x et le y de ceux-là sont égales. Et ici, on est en 3, 6, encore 9, et ici 4, 5, 4, encore 9. Donc, ça, c'est un pas qui vous semble correct. Ça. Et là, il fait un pas un peu plus rapide. Il dit, donc, il suffit maintenant de s'assurer que si j'ai une position de dame, donc Y1 jusqu'à Y8, il suffit de s'assurer que pour tout cas J, je n'ai pas ceci. Et là, il est passé avec il aurait pu enlever le 9, vous êtes d'accord, mais il voulait que ça soit tout beau. Nous, on va peut-être l'enlever à un autre moment, mais ça rajoute tout beau. Donc, en exemple, ce que ça donne, c'est va dire, c'est une solution. Si je prends en permutation, je lui additionne le vecteur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et que le résultat ici, tous les résultats sont distincts. En haut encore, j'additionne ici, et tous les résultats sur le bas sont distincts. Ça me donne une solution. Cependant, lorsque je n'ai pas, par exemple, si j'avais une dame en A1 et une dame en H8, donc c'est-à-dire sur la diagonale, vous voyez comme ça, bien, elles sont sur la même diagonale nord-est, et donc, je vérifie, ici, 8 plus 1 égale 9, et 1 plus 8, le contraire, je veux dire. Ah, je les ai mis à l'envers, je suis un peu terrible là-dessus. 1 plus 8, et si j'avais un 8 ici, 8 plus 1 donnerait le même résultat. Et à partir de ça, lui a fait les mathématiques qui lui semblaient intéressantes. Et il a dit le reste gère les solutions et gère les solutions équivalentes et il explicite le début d'un algorithme de retour sur trace pour expliquer toutes les solutions qu'il peut trouver. Et pour Gauss, ça conclut. Et même, je dirais que pour l'intérêt mathématique de ce problème-ci, ça conclut un peu ce que le problème a d'intéressant. Il y a d'autres choses, mais pour aller peut-être quelque chose de plus mathématique, qui me semble plus intéressant, on va généraliser, mais avec une tasse de thé, une tasse de café. Je suis spécialisé de prendre du thé. Qu'il est un peu là. Et c'est un peu froid, désolé. Je me suis juste mis un fond qui était bon. Désolé. OK. Donc, pour le prochain acteur de notre... Je vais changer de côté. Ah! Je me sens un peu mieux maintenant. Le prochain acteur, c'est le mathématicien multinational Polya. Donc, grand mathématicien du 20e siècle. Je ne vais pas l'insulter, il n'a pas fait de mathématiques tant que ça au 19e siècle. Très grand mathématicien, il a des intérêts un peu partout. Très connu pour avoir écrit le livre « How to Solve It », où il présente une façon d'aborder un problème en tant qu'étudiant, chercheur, personne de la vie de tous les jours, d'aborder des problèmes mathématiques, comment les résoudre. Il y a aussi une grande facette qui est dans l'enseignement des mathématiques. Il a écrit beaucoup d'ouvrages sur la question. Et en 1918, il y a 100 ans, exactement, il attaque le problème des 8 dames. Et ici, précédemment, ce qu'on avait vu, c'était une approche un peu ludique au problème. Donc, j'attaque le problème pour résoudre je veux répondre à la question que quelqu'un m'envoie. Je veux répondre à la question du Dr. Nauk. Je veux dire, j'ai trouvé toutes les solutions. Polya, lui, ne veut pas faire ça. Polya veut le résoudre d'un point de vue mathématique. Lui dire, je veux dire quelque chose qui est important. Ce que Hardy reproche aux problèmes d'échecs, c'est qu'ils ne sont pas importants. C'est trivial un peu. Mais pour Polya, il va dire, je vais dire quelque chose de pertinent. Problème des 8 dames. Comment va-t-il le faire? Je ne sais pas pourquoi il l'a pensé, mais il s'est dit, que se passe-t-il si je referme mon échiquier dans un tore?
Que se passe-t-il? Nous allons le savoir. Vous pouvez essayer de le faire en un temps, c'est quand même difficile, je l'ai essayé, c'est compliqué. Et donc en 1918, il publie un article sur, encore une fois en allemand, sur le problème des N-dames doublement périodiques, donc des N-dames sur un tore. Donc peut-être pour être plus facile, pour le manipuler plus aisément, on peut vous représenter un tore, un échiquier toroïdal, de la façon suivante. Je prends un échiquier de base et je prends plusieurs copies de l'échiquier. Donc, c'est que je me suis approché du tableau, de façon subtile, vous n'avez même pas remarqué. Je le fais seulement une fois. Donc, je prends une autre copie de l'échiquier. Ça, c'est mon échiquier, disons, 0. Mon échiquier 0, mon échiquier 1. Et après ça, je connecte les deux. Donc, je connecte, je fais une grosse bande, c'est connecté. C'est-à-dire que maintenant, la dame, certes, elle peut aller par ici, elle peut aller par là, mais elle peut aussi aller sur cette case-ci. Et après, comme je veux seulement gérer un seul échiquier, je reviens dans mon échiquier 0. C'était pas un très bon exemple, celui-ci. On va continuer. Je viens ici. Donc, la dame peut, de cette case-ci, atteindre celle-là. Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair, car maintenant, vous avez... C'est à vous de travailler encore un peu. Vous devez m'aider un petit peu et répondre à la question, combien y a-t-il de solutions au problème des 8 dames pour l'échiquier toroïdal? On va le faire ludiquement. Là. Donc, si vous trouvez une solution, levez la main. Ou si vous avez une réponse, levez aussi la main. Et encore une fois, je vais vous laisser travailler un petit peu, trouver ce que sont les réponses. Et je vais parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe avec les dames. Donc, encore une fois, une position toroïdale va être une position qui est aussi une position normale de problème des 8 dames. La chose qui change quand on est sur un tore, ce sont les diagonales. C'est donc ce qu'il faut considérer. Et peut-être une réponse pour ceux et celles qui n'ont pas de jeu, essayez de compter le nombre de diagonales. Et si vous savez le nombre de diagonales, vous pouvez me lever la main et me le dire. Ou attendre que je le dise parce qu'à un moment donné, je vais t'amener. Mais vous allez trouver, ceci vous donne une information quand même non négligeable sur la nature du problème. Et je vais peut-être vous ramener un échiquier au tableau. Oui, François. Il y a 8 diagonales de chaque type. Donc, François nous dit, il y a 8 diagonales de chaque type. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et maintenant, on pourrait tenter de dire, il faut qu'il y ait des dames dans 8 diagonales, 8 rangées, 8 colonnes. Impossible. Cependant, je peux rajouter la confusion en disant que si je fais le problème sur un échiquier 5 par 5, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne. Il y a une solution qu'on peut trouver. Donc, ce n'est pas... Les diagonales nous donnent une information très pertinente, mais ce n'est pas tout. Il faut savoir comment les gérer. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une idée de comment gérer les diagonales? Parce que là, on va aller voir Polya. J'ai toujours des bonnes idées. Donc, je vous divulgage. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution dans l'échiquier à 8 dames. Un échiquier 8 par 8. Et je vous propose de faire rapidement une preuve rapide pour le cas 8 par 8. Donc, comme François nous a mentionné, il y a 8 colonnes, 8 lignes, 8 diagonales. Il doit donc y avoir une dame par colonne, une dame par diagonale, une dame par rangée. Maintenant, je vais
de façon, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est bien entendu de noter chacune des diagonales, de lui donner un numéro. La deuxième chose qui ne va pas à l'esprit, c'est quel numéro lui accorder. Donc là, ici, ça, je me suis trouvé formidable d'avoir ça. J'ai une diagonale, la diagonale 7, j'ai pris cette diagonale-là. Je n'ai considéré que les diagonales sud-est. La diagonale 3 qui est ici, hop, elle continue là. Hop. Et j'en fais une dernière, parce qu'après ça, un moment donné, le plaisir, c'est mousse. Et voilà. Ce qu'on peut remarquer, si vous êtes habile aux additions, c'est que lorsque je fais la somme des 3 indices, donc si j'additionne le numéro de la diagonale, le numéro de la rangée et le numéro de la colonne, c'est toujours un multiple de 8. Donc, vous pouvez le vérifier. Oh, il est encore là, ne vous inquiétez pas. C'est toujours un multiple de 8. Si j'ai une solution, je peux placer 8 dames sur cet échiquier, êtes-vous d'accord avec moi que je vais avoir, par exemple, je vais me dessiner, je ne vais pas encore dessiner, j'ai une dame ici, une dame là, 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 une dame là. C'est la position qu'on avait il n'y a pas si longtemps. Elle ne fonctionne pas, mais parce que comme vous pouvez voir, cette dame-là est dans la diagonale 2 et celle-là aussi. Mais imaginons qu'elle fonctionne. Vous êtes d'accord avec moi que donc chacune que si elle fonctionne, ça me donne une permutation du nombre des rangées, une permutation de l'ensemble de 1 à 8. Ça me donne aussi une permutation de l'ensemble des colonnes, de 1 à 8. Une permutation des diagonales, de 1 à 8. Parfait? Vous êtes d'accord avec moi? Si je fais une somme sur une permutation, ça revient, j'ai oublié de mettre un pause, ça revient sur la somme d'une permutation d'un ensemble de 1 à 8 sur tous les éléments de la permutation, ça revient à la somme des éléments de l'ensemble. J'ai juste permuté mes éléments, c'est une somme finie, ça fonctionne. Vous me suivez? Excellent. Maintenant, la somme de 1 à 8 de K, c'est 8 fois 9 sur 2, encore une fois gaz. C'est pas dû à gaz, mais 216. 216, c'est 4 fois 27. C'est pas un multiple de 8. Je pense que tout le monde peut être d'accord avec moi. Là, vous savez, personne ne crie parce que on a une solution. On s'est supposé une solution. Et j'ai placé mes dames. Je ne sais pas pourquoi ils ont disparu, mais c'est pas de leur faute. Ah, ici. J'ai placé mes dames sur 8 éléments. Si je fais la somme individuelle des rangées, des colonnes et des diagonales, ça ne me donne pas un multiple de 8. Mais c'est équivalent à faire la somme de la somme des indices. Êtes-vous d'accord? Oui? Il y a une personne qui me suit à fond. Et si je fais la somme sur les indices, chacun de la somme des indices est un multiple de 8, comme on peut le vérifier dans le tableau. Malheureusement, une somme de multiples de 8 donne un multiple de 8, mais si on avait une solution, ça ne donnerait pas un multiple de 8. Contradiction. Mince, flûte et zut. Donc, il n'y a pas de solution pour le problème des 8 dames. Excellent. On pourrait en finir là, on pourrait arrêter ici, mais ceux et celles qui ont porté attention ont remarqué que Polya ne s'est pas arrêté là. Polya a poussé la preuve pour l'échiquier à n par n. Il a utilisé la même idée que nous. Même idée. Il ne peut pas y avoir ça. L'échiquier n par n. La seule chose que lui pousse un peu plus loin, il utilise la même convention que Gauss, mais il va affirmer l'ajout d'être sur un tort, c'est en fait l'ajout que je dois considérer qui ne doivent pas être équivalents mode M.
Donc, c'est-à-dire, je reste sur la même diagonale si, mode n, je suis sur la même diagonale. Sinon, je fais seulement changer d'échiquier. Je change de problème de place, mais comme tous les échiquiers sont équivalents dans un tore, je reste sur la même diagonale. Il rajoute le mode n, et il remarque ceci, dire que je n'ai pas d'équivalence mode n lorsque je fais yk plus k ou yk moins k. Ça revient à dire que les fonctions k va vers yk et k vers yk plus k, mode n, k vers yk moins k, mode n, sont des bijections de l'ensemble 1 à n vers 1 à n, donc des permutations. Maintenant, il passe au théorème, c'est-à-dire, il y a une solution de n-dam, si et seulement si, le PDCD de n et de 6 est égal à 1. Donc, si et seulement si, n et 6 sont relativement premiers. Et la preuve n'est pas si compliquée. C'est à peu près la même chose. Donc, un côté est évident, entre guillemets. C'est-à-dire que si le PGCD de n et de 6 est égal à 1, alors, il dit, ma fonction que je prends, c'est k va vers 2k mode n. Comme le PGCD comme n et 6 sont relativement premiers, ça veut dire que 2 ne divise pas n. Et donc, 2 est un élément inversible, mode n. C'est donc dire que k vers 2k, c'est un élément inversible, c'est une permutation. Si bien calculé en maths discrète, vous êtes supposé l'avoir vu. On est rendu à ce moment-là dans la session. Si, comme 3 ne divise pas n encore, parce que PGCD est égal à 1, la fonction k vers 2k plus k, mode n, est aussi une bijection, parce que 3 est un élément inversible. Et encore, maintenant 1 divise n, mais k vers k est aussi une bijection. Donc, les conditions qu'on avait besoin, c'était que ces 3 fonctions soient des bijections et on a prouvé que c'en était. Donc, si PCD n6 est égal à 1, on a une solution et la solution qu'il a, c'est de faire des bonds de cavalier. C'est l'équivalent que ça donne. Faire dire ça. Vous pouvez le tester, mais ça sur un petit échiquier 5 par 5 ou 7 par 7. Mais ça donne ça. Oh! J'ai dit une bêtise parce qu'il me manque. Il n'y a pas de solution en n égale 2 ni n égale 3. Non, ok, j'ai pas dit de bêtise. Ouf! Je suis sauvé. L'autre problème est plus difficile. C'est de dire que si j'ai une solution, alors le PGCD est égal à 1. On va le faire pour 2 et pour 3, je vais simplement montrer la slide et dire allô. Pour 2, il va dire si j'ai une solution, donc ma k va vers yk est une solution, ça veut dire, comme je viens de le mentionner plusieurs fois, k vers yk moins k, mode n, est une permutation de l'ensemble de 1 à n. Ce qui veut dire que faire la somme de yj moins j sur j de 1 à n, c'est équivalent, mode n, à la somme des j de 1 à n, et ce qui est équivalent, mode n, à n fois n plus 1 sur 2. Excellent. Mais, si k vers yk est une solution, alors c'est une bijection de 1 à n. Donc, si je sépare la somme, ça me donne la somme d'une permutation moins la somme de j, c'est 0. Ce que ça veut dire, comme c'est 0, c'est donc aussi 0 mode n. Si j'ajoute un mode n, ça me donne 0. Ça veut dire que n divise n fois n plus 1 sur 2. N peut être pair, peut être impair. Si j'ai n fois n plus 1, c'est un nombre impair. Bref, 2 ne divise pas n. Comme 2 divise un nombre impair, comme n divise un nombre impair, 2 ne peut pas diviser. Il fait sensiblement la même chose pour
pour dire que 3 ne divise pas n, sauf qu'il utilise la somme un peu plus amusante que la somme des carrés, c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6 mode. Il développe le carré, ça lui donne cette identité-ci, et après, il remplace par ceci, il remplace, je peux ce que je peux encore écrire? Il remplace là, là, et là, et ça lui donne, en simplifiant un peu, que n est équivalent à 2n sur 3 mode n. Comme 2 est un élément inversible parce que n n'est pas divisible par 2, il y a une contradiction si n est divisible par 3. Cet argument-là, vous le reverrez dans votre salle. Je vois des gens qui commencent à me faire des gros yeux dans la porte. Et si n n'est ni divisible par 2, ni divisible par 3, certainement, il est relativement premier à 6. OK. Pour conclure, la solution de Polya offre une vision d'un problème qui, certes, peut être considéré comme trivial, comme on peut le résoudre facilement avec un ordinateur ou en calculant, mais offre une vision, un pan, une plongée dans des mathématiques qui ne sont pas triviales. Le problème des n-dames est encore un peu étudié ces temps-ci, pas beaucoup, mais il est quand même un peu étudié. On peut analyser encore les bornes, on peut tester les méthodes algorithmiques avec lui. J'ai fait une revue un peu des résultats que je trouvais intéressants. Il y a des applications storage de mémoire parallèle, procession d'images, en transition de phase, des modèles d'acide nucléique. Ce qui prouve bien que lorsqu'on veut voir une suite, on peut la faire apparaître un peu où est-ce qu'on veut. La plupart des articles, ce n'est pas central, le problème des n-dames, mais ils disent, remarquons que les solutions pour faire mon stockage de mémoire parallèle respectent l'heuristique que j'ai sur le problème des n-dames, ou dans la transition de phase du modèle de Dean et Parisi, ils vont dire, les valeurs propres de mon hamiltonien sont les solutions, le nombre de solutions du problème des n-dames. C'est amusant. Il y a de l'asymétrie, donc s'il y a de l'asymétrie, on peut le faire un peu partout. Mais, à la fin de cet exposé, ce que j'aimerais conclure, c'est vous dire peut-être qu'Hardy a très raison et que tous les problèmes d'échecs, ce ne sont que des problèmes triviaux. Mais j'aimerais quand même qu'on contemple un peu que d'un problème trivial en mathématiques, on peut bien trouver des théories intéressantes et on peut faire quelque chose qui, contrairement à Hardy, pense important. Merci.